Je me cache derrière, j'en plus. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Nous expliquons aujourd'hui Nicolas et Evelyne qui sont absents. Commençons directement par le point A, l'approbation du PV de la séance publique précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on approuve. On n'a pas le PV. On n'a pas le PV. On n'a pas le PV. Parce que il fallait aller, comme Béa l'a expliqué, dans la séance précédente. On peut l'approuver les deux la fois prochaine, pas de souci. Enfin, je ne sais pas, je vous propose peut-être qu'il fallait aller voir dans la séance précédente. Oui. Mais bon, voilà, le programme est encore assez nouveau. Donc, je propose qu'on approuve les deux PV de la séance publique. Et le huis clos, je suppose que c'est la même chose. La fois le huis clos, on a. Le huis clos, ça on a. Le PV du huis clos, ça on a. Il est en attaché. Pourquoi on ne le passe? On est attaché à celui du huis clos, mais pas celui. Oui, pas ici. C'est sur la séance. Oui, on ne sait pas implémenter dans la séance d'aujourd'hui. Enfin, pour l'avenir. Parce que sinon, ça allait supposer que celui du conseil précédent est un projet. Et ici, finalement, on a l'impression qu'on va revoir le projet, pas ce qui est définitif. Enfin, je ne sais pas, je dis bien. Il soit mis en annexe. Parce qu'il n'est pas mis au premier point, comme il était mis avant dans l'ordre du jour. Oui, voilà. Il est dans le PV dans le conseil Approbation, il a mis. Il faut aller dans le PV. Il n'est pas repris tout en annexe. C'est ça. Je vais reparler à LBA. Je ne sais pas, je suppose qu'il y a moyen de le sélectionner et de le mettre en annexe. Il faudrait le joindre avec la convocation. Papier? Non, bah non. Sinon, on est dans le précédent, il suffit de cliquer le précédent du conseil et Le changement. Maintenant, Et je poserai la question. Mais on peut le voter la prochaine fois si vous voulez, comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La prochaine fois, c'est dommage, il fallait poser la question avant le conseil. Donc, je n'ai pas vu le PV, je n'ai pas pris connaissance, et Jocelyne vous aurait prévenu à bord de la séance publique. Ou alors vous découvrez maintenant. Personnellement, j'avoue, oui, voilà, désolé. Voilà. Donc tu n'auras pas le temps de lire. Mais... Donc, passons. Oui, mais il est quand même étonnant que pour le huis clos, nous avons le PV. Oui, mais c'est ça, si vous l'avez remarqué avant, n'hésitez pas à envoyer un mail pour ce type de demande. C'est encore nouveau pour nous aussi, donc bien je vous laisse moi, parce que voilà, je vais le faire pour des erreurs aussi, donc ça va. C'est pas très grave, c'est la technologie. Ben oui, mais il est, voilà, il fallait trouver. Capricieux. C'est caché. Alors, le point 2, arrêté de police, y a-t-il des questions? Oui, j'en ai une petite. Par rapport au 143-2022, donc des travaux de réfection de la voirie ont dû être entrepris rue de Mons. Les trous sont devenus plus problématiques suite aux conditions hivernales, mais a priori aussi dû à l'accroissement du trafic, vu les travaux entre Berneau et Visé. Vu ce dernier élément, à qui incombera les frais suite à la réflexion réalisée et ceux qui pourraient encore être réalisés? Donc, la route, c'est vraiment... il y a eu des problèmes sur la route quand on a travaillé le chemin de Suisse, puis on a mis une grave bitume et le tarmac, justement au moment du gel des gels. Ouais. Donc, c'est vraiment à cause de ça que la route s'est dégradée fortement.
aux endroits des chicanes. Donc on a immédiatement déplacé, on a enlevé une chicane et déplacé l'autre, plus bas. Et le service travaux a réparé le Thermac aux endroits des chicanes. Et le service travaux a réalisé le boulot. Et l'entreprise en charge à Suris a pris le Thermac à ses frais. Ok, parfait. Merci. Donc maintenant, ceux qui ont toujours à l'entrée, le plan de Thermac ne fonctionne pas pour l'instant. Donc si c'est pour aller mettre du Thermac à froid et préparer tous les 15 jours, le plan ouvrira, j'espère, début mars. Donc ça permet peut-être que certaines personnes passent un petit peu moins par là. Mais ce n'est pas non plus avec le trafic, en plus c'est surtout les camions qui sont passés pour rejoindre la Suisse. Ok, merci Michel. Alors, point 3. Finances, marché public, délégation au collège communal de la compétence relative au choix des modes de passation et à la fixation des conditions de marché public pour les budgets ordinaires et extraordinaires. Donc là, le Parlement wallon a adopté en octobre dernier un nouveau décret dont le but est de simplifier les dispositions relatives au marché public de services et de travaux. Donc il est proposé aux communes de moins de 15 000 habitants au conseil communaux de déléguer au collège, de donner délégation au collège pour les montants inférieurs à 30 000 € à l'extraordinaire et de donner délégation à la directrice générale pour les montants inférieurs à 5 000 € à l'ordinaire et à 2 500 € à l'extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, une discussion qui a eu lieu entre les directeurs généraux aussi. Oui, c'est ça. Donc, je pense que toutes les communes le font passer. Voilà, maintenant, c'est je crois que c'est aussi pour la facilité de la gestion des dossiers. Maintenant, concernant ma compétence propre, je n'en ai jamais usé jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment dans des cas d'extrême urgence que je pourrais l'utiliser. Quant à la délégation du conseil communal au collège, pour l'ordinaire, rien ne change. Et pour l'extraordinaire, donc je pense qu'on est à 15 000, donc il est doublé. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça représente combien de dossiers qui passeraient en moins ici? Je ne saurais pas te le dire comme ça. Ça dépend du dossier. Tu vois un peu les dossiers qu'on a passés les 3 ou 4 dernières années au conseil communal et tu regardes les dossiers de moins de 30 000 €. Souvent, les dossiers extraordinaires qui passent au conseil communal, c'est souvent des dossiers plus importants. Maintenant, ça peut en effet arriver, alors ça arrivera un peu plus sur certains points. Ok, merci. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je vous remercie. Point 4, finances, Finimov, marché groupé d'électricité et de gaz naturel pour une période de 12 mois, débutant au 1 du 1 2023, approbation du cahier des charges, ratification. Donc on avait déjà voté un cahier des charges, donc le marché avait été lancé chez Finimov et nous n'avions reçu qu'une seule offre pour l'électricité haute tension, où c'est Total Énergie qui avait été repris, qui a remporté le marché. Pour les trois autres points, c'est-à-dire le gaz naturel, l'électricité, basse tension et l'éclairage public, on n'avait pas reçu d'offre. Donc en gros, on a dû remodifier le cahier des charges pour espérer recevoir des ordres. On est notamment passé à 1 an au lieu de 3 ans. Et là, l'électricité 100% renouvelable, basse tension a été attribuée à Engie. L'éclairage public, il n'y a pas eu d'offre, donc ça a été reprolongé à Total Énergie grâce à une extension du précédent marché qui était prévue dans les clauses et était donc négociée. Et le gaz naturel, c'est Engie. Donc on est moins concerné pour la commune de Galem par le gaz naturel, mais c'est Engie. Donc 2 Total Énergie, 2 de Engie, avec des formules variables. Donc voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Est-ce qu'on peut ratifier? On peut se ratifier? Oui. 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 Oui.
Point 5, sport, je cours pour ma forme dans ma commune, convention avec SBL, sport et santé, année 2023. Michel, je passe la parole, il y a une modification qui est proposée. Il y a une petite modification, donc c'est pour les enfants de moins de 12 ans. C'est un montant de 5 €, c'est juste l'assurance, c'est un abonnement, donc comme ça les enfants peuvent participer également. Il faut savoir qu'avec le Covid, ça a quand même fortement diminué le nombre de participants. On était en 2019 à plus ou moins 110, 120 participants, maintenant on est à 60 participants. Est-ce qu'il y a des autres questions? Pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Pardon. Point 6, enseignement, création d'un cadre temporaire dans l'enseignement primaire, place de neige du 30 du 1 2023 au 8 du 2 2023 et plus. Ariane, pour chaque année. C'est la délibération habituelle et donc ici c'est pour remplacer une titulaire Douglas Doug qui part donc qui accompagne ses élèves en classe de neige. Donc, voilà. Merci Ariane. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point suivant, règlement de mise à disposition des locaux communaux, modification. Donc ici c'est juste une petite modification, donc c'est au niveau du prix. Donc je rappelle l'esprit du règlement, donc c'est toutes les ASBL communales ont droit, ASBL communale ou extra-communale, mais domiciliée sur la commune, ont droit à bénéficier de nos locaux communaux sur demande, en respectant certains critères. Et alors les ASBL extérieures à la commune qui en font la demande, elles doivent participer avec une quote-part pour couvrir notamment un peu l'entretien du bâtiment, les frais énergétiques. Mais vous pouvez remarquer, c'est très faible, c'est 5 € l'heure pour les petits locaux et 10 € pour les salles de sport, donc comprenant électricité, chauffage. Donc au vu de l'augmentation des dépenses en énergie qui augmentent de plus de 200%, on proposait de doubler, donc de passer de 5 à 10 et de 10 à 20 pour ces locaux qui sont loués quelquefois, en tout cas par quelques ASBL, c'est très peu. Donc ce n'est pas dans un but de faire des recettes supplémentaires, c'est juste pour quand même, voilà, les salles communales d'Alémois sont financées au final par l'argent des d'Alémois. Donc s'il y a des associations extérieures qui viennent, c'est qu'elles participent aussi un petit peu à leur location. C'est ça l'esprit de cette modification. Voilà. Y a-t-il des remarques? Il y a des demandes extérieures. Oui, on a pas beaucoup, il y a deux ou trois ASBL, parfois c'est une fois de temps en temps, une fois par an. On a comme ASBL, on a le club d'impro qui est extérieur, après avec un coach qui fait payer des leçons. Hein, donc voilà, il payerait 10 € dans le local à Feneur l'heure. Je crois que ça reste raisonnable par rapport à ce qui se fait ailleurs aussi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 8, opération de développement rural, l'accompagnement de la Fondation rurale de Wallonie, convention d'accompagnement, approbation, ratification. Donc on a bonne nouvelle, on avait été sélectionné pour être accompagné par la Fondation rurale de Wallonie dans notre lancement du PCTR. Et donc ici, on doit signer une convention d'accompagnement pour pouvoir réellement démarrer. En tout cas, ça doit être ratifié par le conseil communal, vu que ça a été déjà signé. Donc, voilà, y a-t-il des questions sur le point? Je propose qu'on ratifie. Oui. 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 Alors, outil de développement européen leader, liaison entre actions de développement de l'économie rurale soutenant l'égal, groupe d'action locale qui sélectionne des projets citoyens dans le cadre d'une stratégie locale innovante, soutien de la candidature du GAL Basse-Meuse rurale. Donc là, je cède la parole à Marie, qui est notre administratrice au sein de l'ASBL Basse-Meuse Développement. Oui.
Donc l'ASBL Basse-Meuse Développement, c'est une agence de développement économique et territorial pour la Basse-Meuse qui regroupe 7 communes. Dans les 7 communes, donc il y a 5 communes rurales et semi-rurales qui sont Bassange, Blény, Dahlem, Juprel et Visé. Et donc on va créer un GAL Basse-Meuse afin de demander des projets, des pré-projets et d'obtenir des subventions auprès du GAL. Donc voilà, un petit peu Basse-Meuse demande qu'on approuve cette décision, qu'on leur donne procuration pour ce GAL. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans les 3 prochains mois? Il y a toute une série de réunions qui vont avoir lieu avec les communes et avec des partenaires privés. Et donc on va également appeler les citoyens pour avoir des pré-projets. Et donc il y a des pré-projets qui seront sélectionnés pour devenir des projets et pour tenter d'avoir des subsides. Donc c'est un processus qui est vraiment assez maîtrisé et limité, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc Basse-Meuse Développement connaît très bien le processus et a proposé aux communes de les accompagner dans ce processus pour essayer d'avoir la subvention. Donc voilà, moi je suis administratrice pour la commune à Basse-Meuse Développement et je proposais aussi de représenter la commune pour le GAL Basse-Meuse au niveau des réunions qui vont avoir lieu les prochains mois. Merci Marie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Vas-y. j'ai 2 petites questions. Selon le dossier, une première réunion devait avoir lieu le 18 janvier dernier. Oui. Qu'en ressortit? Donc j'ai été à cette réunion, j'y ai assisté, tout en sachant que on va avoir l'accord ici du conseil. J'y ai assisté pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc en fait, cette première réunion, ils ont invité les communes partenaires, et ils ont invité des sociétés, des privés, des ASBL, et ils ont demandé à ces partenaires de créer le groupe vraiment d'actionnariat privé-public qui va constituer le groupe de travail pour les prochains mois et les prochaines semaines. Donc c'était vraiment une première réunion d'information pour informer les ASBL et les sociétés et les communes. Et donc suite à ça, tout le monde doit répondre pour le 27 janvier. Il y a un document à remplir et là on verra quels sont les privés, les publics qui ont répondu pour créer le partenariat. Et avez-vous déjà commencé le diagnostic? Alors le diagnostic, il a été demandé à l'Université de Liège. Donc il doit être rendu pour le 22 février. Donc à partir du 22 février, il y aura une présentation, d'abord au groupe privé-public qui va créer le GAL, et ensuite il y aura une présentation dans chaque commune. Donc il y a une date qui va être déterminée pour la commune de Dahlem, et il y aura une présentation du diagnostic territorial par l'Université de Liège. Merci. Oui. J'ai vu que dans les administrateurs, Didier Smith ça faisait partie comme représentant des indépendants. Oui. Et en même temps, au niveau des administrateurs, vous avez repris un membre du Fort d'Aubin du Château. Oui. Donc, le plan de développement sera certainement au niveau touristique aussi. Oui, il y a plusieurs points qui ont été repris. Donc il y a le point mobilité, un deuxième point alimentation agriculture, le troisième c'est l'énergie, le quatrième c'est emploi et commerce, cinquième c'est culture et société et le sixième c'est environnement et tourisme. Donc il y a vraiment 6 points qui vont être travaillés, sur lesquels on va demander des pré-projets et en fonction des pré-projets qu'on va recevoir, il faudra faire une sélection pour déterminer les projets. Donc c'est plus des actions que des projets d'ailleurs. Est-ce possible de développer peut-être un partenariat avec une commune sur l'axe qui est le même avec la ligne du trait bleu en fait, ce qui modification se passe, territorialement, ils ont le même projet que aussi. Le GAL, de toute façon, ça va être des projets supracommunaux. Donc, d'office, c'est des projets qui doivent être transversales pour toutes les communes. Donc, il n'y a pas un projet pour une commune ou pour une ASBL bien précise. Les projets doivent être transversaux pour les 5 communes. Et donc, ce n'est pas des projets d'infrastructure, c'est des projets plutôt de développement. C'est de l'innovation et de la création, mais il n'y a pas de projet d'infrastructure. Donc il n'y aura pas, par exemple, une piste cyclable, ça c'est sûr. Au niveau documents, c'est des documents qui seront mis en commun pour développer. Oui, ça peut être des documents, des petits jeux, ça peut être par exemple un escape game qui serait créé, voilà, ce genre de choses, mais il n'y aura pas de projet d'infrastructure, ça c'est sûr, ça ne rentre pas dans le GAL. Merci. Merci Marie. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on vote le point. Oui. Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Donc, point 10, patrimoine communal, acquisition d'un bien immeuble par la commune, un chalet privé, cadastré, 7e division en trou, d'une superficie de 67 mètres carrés, c'est pour l'utilité publique, à cause de principe. Vous connaissez ce vieux dossier qui date de 65. Enfin, donc je pense qu'on l'a mis déjà pris le poids au budget. Donc ici, l'idée, c'est d'essayer d'avancer dans une direction, d'avoir un avis de principe par rapport à cette direction qui serait prise. Ensuite, nous devrons repasser au conseil communal avec, si ça passe chez le notaire, avec la préparation des actes qui doivent passer chez le notaire, et ça nécessite encore une décision du conseil. Voilà, ici l'idée pour être plein propriétaire et régler cette situation litigieuse qui date depuis longtemps, était de racheter le chalet, avec la particularité, je sais, qu'il est sur un terrain communal. Je ne pas que c'est pas très évident, c'est pas évident. Donc voilà, c'est ce qu'il y a des questions par rapport à ce point, ce dossier. Oui. Alors, nous remercions le personnel pour les informations que nous avons pu récolter durant la semaine. Ce point permettrait d'évacuer, entre guillemets, un cadavre de tiroirs communaux. Selon les discussions que nous avions déjà eues sur ce sujet lors de cette mandature, il nous a été dit que la proposition du jour permettrait de régler le dossier plus simplement administrativement. À l'heure actuelle, d'un point de vue urbanistique, la présence de ce chalet est-elle régularisée? Oui, elle a été régularisée en 2008, justement quand la commune a voulu aussi classer ce dossier qui date d'avant la fusion des communes, en régularisant la situation pour pouvoir vendre le bien. Donc, vendre le bien, il y avait comment ça avait été voté au conseil communal, la vente, le bien de gré à gré au propriétaire du chalet. Un recours avait eu lieu au Conseil d'État, estimant que la vente aurait pu se faire soit publiquement, soit que le gré à gré aurait dû être mieux motivé. Donc suite à ça, le dossier malheureusement a été classé. Donc on est toujours dans la situation de 66, mais oui, il y a un permis donc, sur le chalet. Désolé d'intervenir, monsieur le bourgmestre, mais ayant pris contact avec madame la directrice générale afin d'avoir des informations, j'ai pu avoir contact avec madame Kéver qui gère ce dossier. Elle m'a reçu dans son bureau et j'ai pu consulter précisément ce permis de bâtir de régularisation, ce permis d'urbanisme de régularisation en 2008. Il y a des exigences communales dedans qui n'ont pas été mise en service. Il y a eu la régularisation, et puis ça n'a pas été plus loin. Or, il y avait des exigences nécessitant normalement le traitement des eaux usées, le placement d'une citerne pour les eaux pluviales et des histoires ainsi. Rien n'a été fait. Alors, quand je regarde dans le permis de régularisation, il est bien marqué que le permis a une durée de 2 ans. Et qu'avant de commencer les travaux, l'acquéreur du chalet doit prévenir l'administration communale. Et ça n'a pas été fait. Donc ce permis est périmé. Pour moi, quand on me dit un permis est périmé, c'est comme s'il n'avait pas existé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Fléché, ici? Moi j'essaie d'avancer. Oui, d'accord, mais... Je ne remets pas en cause que certaines conditions n'ont pas été respectées. Par rapport à la régularisation du chalet, des impositions de relais. Mais voilà, on est en 2008, oui. On est en 2023 aujourd'hui. Et moi, j'essaye d'avancer. Sinon, c'est vrai qu'il y a la base du dossier est litigieux, vu qu'il y a la construction sur un terrain communal. Donc, la base du dossier. Donc, voilà. C'est pour ne pas revenir en arrière tout à l'heure. La régularisation du dossier, du chalet. Précisément, c'est pour faire avancer le débat que je viens d'intervenir. C'est pour ne pas revenir sur la discussion du permis d'urbanisme tout à l'heure que je viens d'intervenir dans la conversation que vous aviez avec Loïc. Donc je laisse continuer le débat. Loïc, tu voulais continuer, tu as été coupé, je te cède la parole. Oui, je continue. Donc, dans la décision, il était inscrit que le bien ne peut plus être habité pour raison de salubrité. Lorsque nous avions déjà parlé de ce point, vous laissiez sous-entendre que ce bien ne serait pas tout à fait vide,
qu'en est-il à l'heure actuelle? Pas tout à fait. On aurait pu comprendre qu'il y aurait peut-être toujours quelqu'un dedans. Non, il n'y a personne dedans. Okay. Mais en effet, il y a une personne qui a été domiciliée longtemps dedans, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus personne dans le pied. Donc c'est ça aussi que c'est plus facile d'avancer que de mettre une personne dehors en souffrance de force. Donc c'est ça aussi qu'on a attendu qu'il n'y ait plus personne dedans, demandant aux propriétaires du chalet de cesser toute location du bien pour pouvoir de nouveau rentrer dans cette procédure de régularisation, procédure qu'on pourrait laisser pourrir, hein, mais voilà, c'est pas notre intention ici. Et en tout cas, c'est pas l'intention non plus des voisins qui habitent autour, parce qu'il y avait quand même pas mal de nuisances parfois par rapport à l'occupation de ce chalet. Ok. Vous proposez d'acheter le bien pour cause d'utilité publique en dehors du règlement du problème administratif. L'endroit étant inondable, quel sera l'usage des lieux? L'avis de la population meurtrousienne sera-t-il demandé concernant l'usage des lieux? Alors l'usage n'a pas été défini, mais une rencontre avait eu lieu il y a quelques mois entre nos services d'aménagement du territoire et la région wallonne, les gestionnaires du cours d'eau. Et c'est vrai que l'idée d'évoquer un intérêt par rapport au terrain, que le terrain revienne en pleine possession de la commune, pour potentiellement, je dis bien potentiellement parce qu'il n'y a pas de projet précis, potentiellement améliorer l'écoulement des eaux à cet endroit-là est une solution. Donc s'il y a une opportunité qui peut amener des résultats concrets à ce niveau-là, ce sera le projet numéro 1. Après, s'il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça, on peut bien entendu discuter avec la population de que faire de ce chalet, de cet endroit. Soit la commune peut soit le revendre, soit la commune peut créer une activité, mais tout en sachant que la zone est inondable, donc l'intention n'est pas d'y reloger quelqu'un. Ok. Alors, notre collègue Francis a pu lire à l'administration un document d'un notaire qui stipule dans son courrier que son analyse peut être considérée comme une analyse juridique. Cela relève du droit des biens. Également, nous n'avons pas vu d'avis du directeur financier. Pouvez-vous nous expliquer? Est-ce que vous avez un avis juridique, un avis du directeur financier? Donc l'avis n'était pas... L'avis au niveau financier, c'était pas obligatoire puisque c'était le montant est de 8 000 €, mais il a été sollicité par l'intermédiaire du programme, mais il n'a pas rendu d'avis. Donc, que voulez-vous dire qu'il était sollicité par l'intermédiaire du programme? Donc on a une possibilité par l'intermédiaire du programme IGNIOL de solliciter l'avis. Avant on le faisait, on mettait le document dans son casier, mais ici on sollicite l'avis du directeur financier. Mais il est informé, hein, il va regarder régulièrement, et ce qui n'a pas souhaité remettre d'avis. Mais comme je dis, si on vote un avis de presse aussi, on repassera encore avec des actes précis, donc je ne veux pas dire que j'ai raison dans un dossier aussi compliqué et qui peut s'avérer être juridique. Mais donc c'est ça qu'on sera attentif jusqu'au bout, et s'il faut modifier les choses, elle les modifiera au moment de l'acte aussi, et qui devrait être passé. Okay. Suivant. Nous avons donc au dossier une estimation du notaire de 49 000 € à la BEX 954. Il est prévu de racheter donc, le chalet à la BEX de l'époque, soit 85. En faisant le calcul suivant, donc 85 divisé par 954 fois 49 000, donc soit le montant d'estimation, on arrive à 4 365,83. Pourquoi est-ce qu'il nous est proposé 8 000 €? Oui, 8 000, c'était l'accord, en gros, l'acceptation du propriétaire des lieux en 2000, je n'ai plus la date, c'est 2014, quand il avait été estimé à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est resté sur cet accord de 2004.
alors que la valeur du bien est estimée entre 45 et 49 000 euros. Donc c'est ça qu'on se dit que ça reste un accord convenable. La valeur du bien qu'on va acheter vaut 49 000, on va l'acheter à 8 000. Après, c'est sûr que la valeur de l'APEX évoluera. On pourrait revendiquer, si on estime, parce que c'était parti sur cette base-là, hein, on pourrait partir sur d'autres bases. Il n'y a pas de base spécialement pour définir le prix qu'on veut proposer. Mais en tout cas, on ne voulait pas donner le prix estimé à l'heure actuelle par un notaire qui nous paraît excessif. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de régulariser la situation. Mais pour un montant où il y a un accord de 8 000 euros, ça me paraît pouvoir être correct pour sortir de cette procédure litigieuse. Maintenant, on peut rediscuter pour 3 500 euros et rejuster. Voilà. Oui, à partir du moment où on part sur l'indice APEX pour déterminer la valeur du bien, 4 365 et 8 000, c'est un cadeau supplémentaire de 83% à l'acquéreur. Hein, ça. C'est pour un immeuble qui va être démoli. C'est quand même l'argent du citoyen qui est utilisé. Mais si le dossier, il y avait pas eu de recours en 2008, le dossier était clôturé. Hein. S'il n'y avait pas eu de recours en 2008, c'était vendu et il n'y aurait pas eu de problème non plus, on n'en parlerait plus. Hein. Donc voilà, ça c'est les frais d'avocat notaire qu'on peut coûter à l'heure actuelle et on n'en parlerait plus non plus. Donc à un moment donné, moi je peux redemander et renégocier 4 000 et dans 5 ans on se reverra peut-être encore parce qu'il y aura de refus ou on aura un courrier d'avocat et on partira dans une autre procédure. Voilà, comme je vous dis, moi je suis pas demandeur absolument, mais là on essaie d'avancer. C'est vrai que le gestionnaire des cours d'eau dit qu'il y a en effet potentiellement un intérêt. Donc s'il y a un accord sur 8 000 pour un bien estimé à 45 à 49 000, ça me paraissait raisonnable. Mais voilà, je ne suis pas là pour faire des cadeaux non plus. J'ai presque fini. Le projet de délibéré précise entre autres que l'acquisition est réalisée pour cause d'utilité publique en vue de mettre fin à une situation litigieuse et de disposer de l'entière jouissance